Salut tout le monde, bienvenue dans l'émission Stargate Fort Accord version 2, une version remasterisée des vieux épisodes que j'ai réalisés il y a de ça déjà 12 ans. Ça ne me rajeunit pas. Exceptionnellement, nous traiterons qu'un seul épisode dans cette émission, puisque j'ai beaucoup à dire sur le pilote de la série. Ce double épisode intitulé Enfants des dieux, diffusé le 27 juillet 1997 aux États-Unis en un seul téléfilm, puis divisé en 2 épisodes lors des diffusions ultérieures. Il introduit la plupart des personnages et déploie la toile de fond pour le reste de l'univers de la série. Cependant, on ne peut pas remarquer, après avoir dévoré les saisons suivantes, une différence nette de ton entre ce début de saison 1 et le reste de la série. Premièrement, la version originale du pilote était classée R, soit le second plus haut niveau de restriction américain, et ce pour la scène de nudité intégrale de Sha're. Il faut rappeler que Stargate SG-1 était diffusé sur Showtime, une chaîne payante américaine qui diffusait toutes sortes de contenus, y compris en fin de soirée, du contenu pornographique. Le public type de cette chaîne était donc plutôt mûr et il n'était pas rare de voir des scènes crues dans les programmes. Il est important de souligner aussi que l'actrice qui jouait le rôle de Sha're, Valtiare Bandera, et je m'excuse si je prononce mal le nom, n'était pas d'accord pour apparaître en nu intégral dans l'épisode. Elle avait concédé dans son contrat à filmer uniquement le haut de son corps dénudé. Mais lors de la présentation de l'épisode, Valtiare découvre que l'image la présente entièrement nue et les producteurs de Showtime insistent pour conserver la séquence. They made it seem like the premiere can't go on tomorrow, like it was next week or something, unless I sign this. So I had a lot of pressure I felt like a lot of pressure. I felt like, oh my God, it's gonna be my whole fault if I don't sign this, you know, so I was very hurt, I was very shocked, but it is what it is. It happened. And I sure am sorry that you went through that. You know, it's a different era now, and things are changing an awful lot. You know, where and now there's a person on set specifically designated to take care of the actors who are being placed in these situations. Right. Bien qu'elle s'éloigne de certains aspects du film, la série a casté l'acteur original de Skara, un des 2 seuls acteurs qui reprendra son rôle du film original. À propos de la Porte des Étoiles terrienne, c'est la seule à avoir son anneau tourné, contrairement aux Portes des Étoiles extérieures. Et c'est parce qu'il était trop coûteux d'en produire une autre avec un système de rotation. De plus, pour des raisons de transport, la porte extérieure devait être facilement démontable en plusieurs morceaux. Sachez aussi que la Porte des Étoiles du film a été mal conservée après la fin du tournage, poussant l'équipe de la série à n'en utiliser que certaines parties dans la nouvelle. En 2009, Brad Wright, l'un des créateurs de la série, réalisera un Final Cut. Elle apporte de grandes modifications à l'épisode, surtout en version originale. Premièrement, elle supprime pas mal de scènes du harem, y compris la scène de nu intégrale, ainsi que toutes les scènes où Kowalski se fait posséder par un Goa'uld. Ensuite, elle ajoute des scènes inédites, comme un dialogue entre Hammond, Carter, O'Neill et Daniel à leur retour de Abydos. Aussi, les effets numériques ont été entièrement refaits et de nouveaux matte paintings ont été produits. Le plus flagrant sans doute est le remplacement du super chasseur de la mort par un cargo Teltac. La version originale a aussi été partiellement redoublée par 2 des acteurs principaux, Michael Shanks et Amanda Tapping. Cependant, Christopher Judge, qui joue Teal'c, a redoublé tout l'épisode dans le but de rendre le ton de voix plus proche du reste de la série. Même dans la version française, tous les doublages ont été refaits. Pour Don S. Davis, dont la voix régulière des 4 premières saisons était celle de Albert Augier, c'est Michel Ruhl qui prendra la relève comme il l'a fait pour le reste de la série. Strictement secret, personne ne devrait être au courant de leur existence. À part le président et les chefs d'état-major. Colonel O'Neill ? Comme on va traiter l'épisode original, je vais identifier au cours de l'émission, avec une astérisque, tous les faux raccords qui disparaissent dans le Final Cut. D'abord, côté faux raccords, on pourra noter les cartes à jouer qui changent d'un plan à l'autre dans cette scène. La séquence de l'attaque sur Abydos nous montre l'activation du 3e chevron, qui est encore éteint dans le plan suivant. On notera aussi ce plan, qui est probablement inversé, puisque le sergent se faisant enlever se trouve sur la droite de Apophis, pourtant présente sur sa gauche dans le reste de la séquence. Toujours au sujet d'Apophis, on remarquera la présence du mécanisme hydraulique qui fait fonctionner l'ouverture et la fermeture du casque serpent dans cette scène. Pour terminer, le petit drapeau bleu, d'abord près de la carafe, se retrouve au centre de la table sur le plan suivant. À propos de petits drapeaux, ceux visibles dans les premières scènes du bureau de Hammond disparaissent dans les scènes suivantes. On remarquera dans cette scène qu'il n'y a personne sur la passerelle tandis que l'iris se rouvre. Sur le plan suivant, il y a beaucoup plus de monde. Lors de leur arrivée sur Chulak, Daniel heurte le DHD qui se met à vaciller. Au sujet de Daniel justement, j'ai souvent vu sur certains forums un reproche fait à cette scène.
En effet, il présente le cartouche au reste de l'équipe en expliquant que chaque ligne contient 7 symboles. Cependant, on ne peut voir que des hiéroglyphes sur tous les murs et pas de constellation ou de symbole de la porte des étoiles. Cette erreur s'explique par un artwork de l'épisode, c'est-à-dire un dessin produit pour la planification des décors et des effets visuels. Sur celui-ci, on peut voir que la salle du cartouche avait été imaginée avec un mur entièrement couvert de glyphes. Ce mur n'a jamais été réalisé. Aussi, dans cette même scène, on peut voir un pied de lumière à droite, près de Daniel. Dans toute la séquence finale, on remarquera que de nombreux plans ne présentent pas le même éclairage. Cela est dû à une météo particulièrement difficile durant le tournage. Une gaffe connue cette fois où Teal'c et l'homme des cavernes traversent la porte sur Chulak. Si Teal'c est à gauche au départ, ils arrivent en position inversée sur Terre. Toujours à propos de la porte terrienne cette fois, on peut voir dans cette séquence que le chevron est éteint derrière O'Neill alors que la porte est encore en activité. On pourra aussi citer au moins 2 plans réutilisés du film original de 1994, le premier avec les mains qui appuient sur les boutons, et l'autre avec l'écran qui affiche la dématérialisation des corps. Pour ce qui est de la série, ce plan sera sans doute le plan le plus réutilisé ensuite et marquera de nombreux faux raccords dans les épisodes suivants. Il marque d'ailleurs déjà un faux raccord ici, puisque les nombreuses caisses couvertes de bâches ne sont même plus présentes dans cette scène. Enfin, au sujet des techniciens dans le champ, on pourra mentionner un mouvement suspect derrière la porte des étoiles, ici, probablement un technicien responsable de la soufflerie. On peut aussi parler des nombreuses ombres de l'équipe technique dans l'épisode, comme ici, avec l'ombre de la grue qui réalise le mouvement, ou encore dans cette scène où l'on remarque l'ombre de la perche sur le soldat. On peut noter finalement que les spots responsables des éclairages de la salle d'embarquement sont tous visibles derrière O'Neill dans ce plan. Ce n'est pas vraiment une erreur puisqu'ils sont trop visibles pour ne pas être assumés, mais ces spots-là ne seront plus jamais visibles dans la suite de la série, sans doute parce qu'ils font trop penser à des éclairages de cinéma. Finalement, du côté des erreurs techniques, on remarquera une erreur d'effet visuel dans cette scène où l'on voit que le fond vert ne permet pas de couvrir toute la porte avec l'horizon des événements. Aussi, dans la scène de la prison, on peut voir que le garde du fond n'a pas les yeux allumés. Ce sera aussi le cas des 2 autres un peu plus tard, ici. Autre anecdote de tournage, lors du premier jour de production, le film de 16 mm de cette scène fut détérioré. Une énorme ligne était visible en plein milieu de l'image. 12 ans plus tard, la version Final Cut propose une restauration complète de cette image. Durant les commentaires audio dans cette Final Cut justement, Brad Wright nous apprend que la bête qui est servie en repas dans cette scène est un héritage du film original. Il s'agit des Mastagers, alors excusez-moi si je prononce pas bien, dont la tête se retrouvera aussi dans l'épisode pilote de Stargate Atlantis, quand le colonel Sumner rencontre la première Ren Race. Voilà, c'est ce qui fait le tour de ce premier épisode, et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission de Stargate Faux Raccord.